Salut à tous, très heureux de vous retrouver sur le plateau de Gym Tonic, l'émission du service des sports de Nice Matin qui décortique l'actualité de l'OGC Nice autour de la table cette semaine. Vincent Menichini, salut Vincent. Salut Mika, salut à tous. William Imbercé, salut Will. Salut Mika, bonjour à tous. Et la légende, toujours avec nous, Philippe Camps, le chef, le big boss. Salut Philippe. Bonjour la France. Et notre invité exceptionnel pour ce 10e numéro de Gym Tonic, c'est le directeur du football du groupe Ineos, Julien Fournier. Bonjour. Bonjour messieurs. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation dans cette dernière ligne droite si importante pour l'OGC Nice cette saison. On a bien sûr tout un tas de questions à vous poser, mais nous reviendrons également sur la victoire pleine de caractère de l'OGC Nice face à Troyes, le match à venir contre Bordeaux et les dernières infos bien sûr à J-8 de la finale de la Coupe de France. Au sommaire également de cette émission, les coups de pied arrêtés inoffensifs du gym, le pourquoi sur Marcin Bulka, sans oublier le Zap Gym sur la finale de 1952 et bien sûr le cadeau de la semaine à remporter en fin d'émission. Messieurs, un rapide retour sur la victoire à l'arraché contre Troyes. Les Aiglons ont eu le mérite d'y croire jusqu'au bout, Vincent. Ouais, tu disais une victoire à l'arraché, c'est vrai, mais si Nice en première mi-temps fait la différence par Dolberg, Gouiri, même Delors, même Kluivert, avec des arrêts de Moulin, parfois il n'a même pas fait exprès de sortir les ballons de sa cage. Mais voilà, encore une fois, et Will a fait un excellent papier là-dessus, Nice a eu du cœur, du courage pour aller chercher ces 3 points qui lui permet d'espérer de finir encore sur le podium. Donc voilà, c'est la force de cette équipe, c'est la force aussi de ces jeunes comme Guessant et Thuram qui ont eu le cran et le courage d'aller offrir un succès vraiment précieux à l'OGC Nice. Vincent en parlait, Will, c'est vrai que Nice c'est une équipe de deuxième mi-temps plutôt comme on a pu le lire hier dans les colonnes de Nice Matin. Ouais, c'est une équipe qui force les décisions, qui entame mal ses matchs aussi, puisqu'elle se retrouve souvent menée ou du moins elle ne marque pas en première période. Donc au caractère, elle renverse les résultats ou elle va chercher les victoires. Une stat importante, c'est que quand Nice ouvre le score, il ne perd jamais. 13 victoires, 2 nuls. Donc ça aussi, c'est une stat qui montre que l'OGC Nice sait aussi conserver un résultat quand il mène. Et par rapport au dernier match, dans le contenu, ce que j'aimerais retenir par rapport à Lorient, où c'était vraiment fade, c'est que là, ils se sont créés des occasions. Et on a vu par contre qu'on avait des attaquants en manque de confiance. Les Dolberg, Gouiri, ils ont eu leur occasion, mais ils les ont pas mises au fond. Avec un homme, le buteur, Khéphren Thuram, Philippe, c'est un peu l'homme de l'année 2022 dans cette équipe de l'OGC Nice. C'est un peu l'homme providentiel sur ces derniers matchs, une espèce de box-to-box qui fait pencher la décision. Il fait pas tout bien, il y a du déchet technique des fois, mais bon, il a le mérite de jamais renoncer. En plus, il a un truc, je trouve, il a un souffle, une élégance. Il me rappelle Jean-Noël Luc. Donc, et j'ai parlé de lui avec Jouve qui me disait, lui, il voudrait qu'il prenne encore plus de risques. Qui aille encore plus de l'avant. Bon, maintenant, mais j'entendais Vincent dire qu'ils avaient été à chercher avec le cœur, tout ça. Je voudrais juste dire encore heureux, quoi. Parce que bon, c'était une mission, quand même. Julien, justement, c'est le genre c'est le genre de match que Nice doit gagner, évidemment, si les Aiglons veulent finir sur le podium. D'ailleurs, c'est toujours un objectif, finir sur le podium, ou c'est être européen ? On est à 5 journées de la fin, on est à 2 points de la 3e place, on est dans la course pour les places européennes, on est beaucoup d'équipes à se battre. Alors on peut regarder ça de manière positive en disant qu'on n'est qu'à 2 points de la 3e place, effectivement, mais il y a beaucoup d'équipes. Donc on va se battre pour atteindre la meilleure place possible, mais la vraie bagarre, c'est d'être en compétition européenne la saison prochaine. Ouais, c'est le réel objectif de cette équipe de l'OGC Nice. Alors, un problème un peu récurrent peut-être pour le gym cette saison, c'est l'efficacité sur les coups de pied arrêtés offensifs. On va regarder un petit peu les stats de l'OGC Nice cette saison là-dessus, avec 169 centres et corners réussis, 468 centres et corners manqués, précision des centres 26%, un but seulement pour coup franc direct. Alors, évidemment, des stats, ça ne veut pas dire grand-chose parfois, il faut savoir aussi les analyser, Vincent, mais malgré tout, c'est très peu. Ouais, c'est pas assez quand tu prétends à jouer le haut de tableau, et on voit qu'il y a plein de matchs qui se débloquent grâce aux coups de pied arrêtés. Sur les derniers matchs, on a vu que celui qui tire le mieux les coups francs, c'est un de ceux qui joue le moins, c'est Bilal Brahimi. Donc voilà, c'est aussi à ceux qui les tirent. Les coups francs ou les corners? Corner aussi, il a tiré quelques coups francs. Et on voit qu'il a un vrai beau pied gauche, mais c'est aussi à ceux qui les tirent
que ce soit Amine Gouiri ou Justin Kluivert, c'est pas des joueurs qui sont handicapés sur le plan technique. Donc c'est à eux aussi de prendre le temps de mieux faire et surtout de s'appliquer. C'est aussi de la confiance, du relâchement. Et voilà, ça se tend aussi à ce niveau-là. Et Nice doit faire mieux dans ce registre, évidemment. William, pourtant, il y a un spécialiste, un adjoint recruté à l'OGC Nice qui est en charge des coups de pied arrêtés. Ben, c'est ça qui est un peu le plus surprenant, c'est que dans le coaching Galtier, c'est un axe important, les coups de pied arrêtés. Donc on a parlé, c'est Damien Della Santa qui est arrivé en cours de saison pour s'occuper spécifiquement de ce registre. Et c'est vrai que, comme l'a dit Vincent, je ne vais pas paraphraser, mais on voit qu'il y a un clair manque d'efficacité là-dessus, alors que ça pourrait décanter pas mal de situations. Décanter pas mal de situations, c'est important, Julien, ça ? Oui, Vincent l'a dit, c'est vrai que le haut niveau, on doit être plus performant sur les coups de pied arrêtés. Vous parlez beaucoup des tireurs, mais il y a aussi les receveurs. Moi, j'ai vu des coups de pied arrêtés assez bien tirés, notamment sur le dernier match, même si certains observateurs pensent le contraire. Et puis, parfois, on manque aussi de présence dans la surface. On a eu des situations, moi je pense, et j'en parle souvent avec lui, avec Jean-Claire Todibo, où il a eu dans la saison, pour moi, 4-5 situations nettes pour marquer de la tête sur des coups de pied arrêtés. Et c'est un axe de progression personnel pour lui, mais sur d'autres joueurs aussi. Mais vous avez raison de le souligner, c'est un axe où on doit effectivement progresser. Ouais. C'est Lemina aussi. Oui, Lemina qui a une grosse occasion. À Monaco, qui a une énorme occasion, il est dans les 6 mètres. Mais même Dante aussi, souvent, on le voit qu'il attrape un peu les ballons, mais il manque toujours quelque chose. Et c'est vrai que ce soit Danny Luc, Todibo, il y a des joueurs de tête. Même Kefren Turam. On va regretter Renato. Voilà, on en parlera plus tard du mercato. Alors, on va écouter justement ce qu'en pense Christophe Galtier de ses coups de pied arrêtés. Il était en conférence de presse ce vendredi. Vous savez, la qualité des équipes qui sont performantes sur les coups de pied arrêtés, il y a déjà la qualité du tireur et on travaille beaucoup sur différents tireurs. Et, il y avait eu un passage un peu intéressant, je crois que c'est contre Angers, où des buts avaient été refusés pour des hors-jeux, mais on pensait qu'il y avait quelque chose qui était en train de, non pas de s'installer, mais que le travail est en train de porter. Et finalement, on s'aperçoit, et voilà, on travaille la qualité des tireurs, on essaye de varier, mais il y a aussi la détermination dans la surface. Et pour l'instant, on n'a pas réussi à trouver à la fois une qualité permanente pendant la durée du match sur les frappeurs et cet engagement dans la surface de réparation. Évidemment que c'est un gros point faible. Voilà donc Christophe Galtier en conférence de presse sur ce thème des coups de pied arrêtés. Alors, auteur de la passe décisive pour Kefren Turam dans ses arrêts de jeu contre 3, Evan Guessant a rarement déçu quand Christophe Galtier a fait appel à lui. On va regarder les statistiques d'Evan Guessant depuis le début de la saison. Vincent, est-ce qu'il mériterait plus de temps de jeu, Evan Guessant ? Pour moi, oui, mais c'est compliqué parce que devant lui, il y a Andy Delors, il y a Casper Dolberg, il y a Amine Gouiri, il y a aussi Justin Kluivert, il y a aussi Calvin Stanks. Donc il y a plein de joueurs qui sont appelés à intégrer ce 11. Mais pour moi, oui, Evan Guessant, on l'a vu, à chaque fois qu'il joue, il est performant. Et ça avait été le cas à 3 contre l'OM. Il avait fait un match remarquable, je crois, pour son premier match en Ligue 1. Il a été titulaire seulement 2 fois cette saison en Ligue 1. À Lens, ça n'a pas été le plus ridicule également des attaquants d'histoire. Donc à mes yeux, évidemment qu'Evan Guessant mérite davantage de temps de jeu. C'est un joueur qui est formé au club. Et puis il apporte quelque chose d'assez frais devant. On le voit encore à la 94e minute, sa couverture de balle sur une frappe de Thuram qu'il arrive à contrôler et à glisser pour Kefren Turam, c'est du haut niveau. Et juste avant, il a aussi une situation. Donc ouais, c'est un gamin qui dégage quelque chose. Mais voilà, on n'est pas coach et c'est à Christophe Galtier de l'intégrer comme il peut. Mais j'imagine que le coach, dans sa réflexion, il y pense à Evan Guessant. Mais c'est compliqué parce que tu mets Guessant, tu sors qui ? Tu sors Delors, tu sors Dolberg, tu sors Gouiri ? Pourquoi pas ? Bah, c'est compliqué, mais c'est une réflexion qu'il doit avoir, parce que si nous on l'a, lui il l'a également. Julien, c'est un joueur du présent, un joueur de l'avenir, Evan Guessant ? Un joueur du présent, c'est un joueur de l'avenir, et je suis ravi parce que je crois que c'était lors de la présentation de Andy Delors à la presse où on me disait Andy, tu vas être en concurrence avec 2 autres attaquants, et je prenais soin de dire que non, on avait 4 attaquants au club. Et je suis très fier d'Evan parce que il est allé en prêt à Lausanne, il est revenu complètement transformé. On
on l'a fait adhérer au projet. Il se disait peut-être qu'il n'aurait pas sa chance. C'est une saison qui est difficile pour lui parce que je pense qu'il sent au fond de lui qu'il pourrait jouer plus. Il n'a jamais lâché. Vous regardez ses séances d'entraînement, elles sont toujours extrêmement... il y a beaucoup d'implications dans ces séances d'entraînement. Et puis comme l'a dit Vincent, à chaque fois qu'il a mis un pied sur le terrain, il n'a jamais déçu. Donc moi, c'est un garçon auquel on croit beaucoup, beaucoup au club. Ouais. Il faut lui faire plus confiance, Will, à Evan Guessant. Vincent disait, on le met à la place de qui, Gouiri, Dolberg ou Delors? Dans l'effectif actuel, c'est difficile de lui trouver une plus grande place par rapport à des attaquants comme même un Dolberg en inefficacité. Ça reste du niveau international. Donc je pense qu'au contraire, ce qui est positif, c'est qu'il profite de la moindre minute de temps de jeu qu'il a pour se montrer, pour avoir des stats, pour décanter des situations. On se souvient de son but de la victoire contre Lyon. On se souvient de son super match sur le replay contre l'OM. Donc je pense qu'il est dans son rôle pour une première saison pleine avec l'OGC Nice. Il profite de son temps de jeu et c'est que bon pour sa marge de progression. Et William, un point important, il apporte de la concurrence. Il apporte de la concurrence. Là où les observateurs ou peut-être même les joueurs se disaient on est 3 à se battre pour 2 places, ils savent qu'ils sont 4. Et ça garde et notamment nos attaquants sous bonne pression positive parce qu'il y a cette concurrence derrière. Et où il est bon, c'est qu'on est fin avril et le gamin, franchement, il lâche pas. Parce qu'à sa place, on serait tous là à se demander pourquoi on joue pas davantage. Et contre 3, franchement, ça passe c'est un amour de ballon parce qu'il reçoit franchement une saucisse de Thuram et il arrive à en faire un ballon plein d'amour. Donc, franchement, respect à Guessant et voilà, franchement, Galtier, bonne chance pour trouver la bonne formule parce qu'en plus, offensivement, ça ne marche pas en ce moment. Ouais. Donc, franchement, je serais à la place de Guessant, je me dirais, mais. Allez, c'est à moi un petit peu de jouer, mais c'est compliqué parce que devant, comme l'a dit comme on l'a dit, moi je l'avais adoré contre l'OM. Hein. Il avait été remarquable le match contre l'OM. Il les avait bougés, mais. Et Philippe, vous savez, après c'est là où j'en parlais avec Christophe justement à propos d'Evan, le match à 3 contre l'OM. Là où moi il m'a impressionné, oui sur le terrain, mais c'est dans le tunnel avant de rentrer sur le terrain. C'est-à-dire que il sait qu'il joue gros, il sait que c'est un match à enjeu, c'est le match contre l'OM qu'on rejoue, etc. Et il a fait preuve d'un calme, d'une vraie confiance en lui, pas du tout prétentieuse, mais il était là et il voulait montrer qu'il était là. Et je trouve qu'il a abordé ce match comme un joueur avec du caractère, malgré son jeune âge. Et c'est ce qui fait, Vincent, que c'est un joueur convoité. On le savait, convoité au mercato d'hiver, par exemple. Et il est resté à l'OGC Nice. Julien, vous avez voulu le garder, évidemment. Mais peut-être aussi convoité pour ce mercato d'été. Ouais, c'est un attaquant qui plaît. Il a 20 ans, il est athlétique. Techniquement, il est pas maladroit. Il marque des buts. Il sait aussi faire marquer. Donc c'est un joueur qui plaît dans tous les championnats, que ce soit en France, mais aussi sur le plan européen. Après, c'est à l'OGC Nice de faire en sorte de le garder, mais voilà, il est sous contrat, mais il a eu des sollicitations cet hiver. Je sais que tous les clubs qui étaient en difficulté en Ligue 1 se sont approchés du club pour essayer de se le faire prêter. Vous confirmez, non? Non, on parle pas de mercato. Non, mais moi je suis content qu'on ait des joueurs qui soient convoités. Ça veut dire qu'on a des bons joueurs. Voilà, non, c'est des bons problèmes, ça. Il fait partie des joueurs, entre guillemets, intransférables, même si le mot ne veut plus rien dire aujourd'hui, mais... On est aujourd'hui, et c'est pas de la langue de bois, c'est une réalité, on est vraiment focus sur nos 5 derniers matchs. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout même si on travaille bien évidemment, mais on va garder et on veut garder nos joueurs uniquement focus sur les 5 derniers matchs. Donc pas du tout le moment de parler de ou transférable ou intransférable, etc., etc. On parlera plus tard de Justin Kluivert, notamment. Nous, on en reparlera, en tout cas. Nous, ça ne nous empêchera pas d'en parler. Allez, voilà donc pour le dossier concernant Evan Guessant. On passe aux Abgym de cette semaine. Au sommaire, une marche folle jusqu'au Stade de France, les t-shirts de la finale et la joie après la victoire contre 3. Et ça, c'est Cindy. Qui va m'accompagner pendant 20 jours, 850 km pour rejoindre le Stade de France à Paris. Et en fait, c'est un projet complètement fou. L'idée, c'est d'organiser une collecte de fonds pour financer l'année prochaine un voyage pour des enfants pour qu'ils puissent assister à un match de foot en déplacement, c'est-à-dire en prenant l'avion et donc des enfants en situation de précarité qui n'ont pas forcément l'occasion de vibrer en allant au stade. Donc voilà, on veut
On veut leur offrir, leur permettre de vivre ce genre d'émotion, donc ça sera pour la saison prochaine. Du coup, je vous mets le lien de la cagnotte et n'hésitez pas à relayer pour qu'il y ait un maximum de gens qui participent. On compte sur vous. C'est bien la bonne direction pour le Stade de France. Oui, tout à fait. Je m'occupe de l'association Cours à Vin Loudissat, qui à la base ont fait un magazine de supporters avec plusieurs personnes, dont Kuhn, l'illustrateur, qui a fait les affiches et tout pour le club qu'on voit en ville. Et on a fait une série de t-shirts du coup pour l'occasion et qu'on a vendu depuis 2 matchs. Et voilà, donc on est là pour le dernier match avant la finale pour distribuer les derniers t-shirts qui nous restent. On a même été dépassé, on a dû faire un 2e retirage tellement il y a eu de demandes et c'est super que toute la ville s'y mette, que le club a joué le jeu en nous sollicitant. Faire un truc axé supporters, c'est top. Et on est en contact avec pas mal de gens en France et les Nantais ont halluciné sur le fait que le club nous sollicite. Gros salut au club pour avoir fait ça. Ouais. Incroyable, c'est incroyable hein. T'as un nouveau son là, ça y est. J'ai pas entendu. Pas. Je dis un mot. Kefren Thuram. Vous êtes devenu un grand buteur. Merci beaucoup. Voilà donc pour ce Zap Gym que vous pouvez retrouver en intégralité sur les médias de l'OGC Nice. Messieurs, on ouvre la page consacrée à ce Bordeaux-Nice. Philippe, il ne faudrait pas qu'une nouvelle fois l'OGC Nice relance une équipe à la dérive. Ah, on sait que des fois, le gym, c'est l'équipe de la Croix-Rouge. Quand ça va pas, les équipes qui sont mal, vous êtes à l'agonie, jouez Nice. Voilà. C'est plus un ressenti peut-être qu'une stat aussi, peut-être. Bon, contre Troyes, Metz, Lorient, ça arrive. Et Clermont. Non, mais après, c'est un ressenti parce que c'est un peu dans les gènes du club. Moi, depuis tout temps, je trouvais que le gym relançait les morts vivants, quoi. Voilà, donc on ne sait pas si c'est de la bienveillance, de la compassion ou de la couillonnade, mais à l'arrivée, on les relance. Vincent, on ne peut pas s'appuyer sur des stats formels, mais c'est vrai que voilà, cette équipe de Bordeaux, on ne comprendrait pas que le GC Nice n'aille pas s'imposer dans les conditions actuelles. Nice joue le podium, Nice-Bordeaux est à la rue complet. Voilà. C'est le match piège par excellence, parce que sur le papier, tu penses que Nice va en mettre 4, va relancer c'est ce qu'ils avaient fait au match aller, Dolberg. Bordeaux prend 5 buts à chaque match en moyenne. Non, mais Nice n'en marque pas beaucoup non plus. Mais voilà, on pense tous que c'est... Poussin Mélin dans la cage. Ouais. Non, mais il a remis Costil là. Donc, parce que Poussin était suspendu. Donc peut-être qu'il remettra Poussin. Non, mais avant le match de Coupe de France, ça semble être le bon match pour relancer Gouiri, Dolberg et de rester en course pour le podium. Mais franchement, j'ai parcouru ce matin l'interview c'est le directeur sportif Admar Lopez. Ouais. Je pense qu'il vaut mieux être dans la peau de Julien Fournier actuellement. Ouais. Oui, ça c'est certain. Cette équipe de Bordeaux, William... Fantastique, elle a battu un record. Jamais pris autant de buts en Ligue 1 historiquement. Donc, il y a je pense que c'est la proie... la favorite pour pouvoir se relancer. Mais bon... c'est l'OGC Nice. Voilà, c'est exactement ça. Julien, évidemment, on blague un petit peu là-dessus. Ouais, mais... vous êtes dur. Ouais, on est un peu dur. Et on vous êtes dur un peu... parce que vous avez un ressenti comme quoi on relancerait les équipes. Vous avez dit comment ? À la dérive. À la dérive. À la dérive. On a gagné 18 matchs cette année. Donc ça veut dire qu'on a battu 18 grosses équipes.
C'est ça la réalité. Donc moi, j'ai pas du tout la même analyse que vous. On n'est pas à se relancer à Bordeaux. On sort d'une victoire. On sort d'une victoire avec beaucoup de caractère. Mais par contre, oui, Bordeaux, ça fait partie des derniers matchs de la saison où on doit y aller avec l'ambition de ramener les 3 points, bien évidemment. Nice a gagné, mais n'a plus fait de série depuis un bon petit moment. N'enchaîne pas 2 victoires consécutives depuis janvier. Et Bordeaux, que vous, de mon point de vue, sous-estimez. Bordeaux marque beaucoup de buts, c'est vrai qu'ils en encaissent beaucoup, mais Bordeaux marque beaucoup de buts, donc et puis c'est peut-être le match de la dernière chance pour eux aussi. Donc nous on s'attend à un match très difficile, bien évidemment. Moi je les vois peu jouer, mais je les avais vus à Paris, c'était consternant quoi. En plus ils étaient contents en sortant, donc bon. Ce qui veut dire un gym appliqué normalement, concentré. Pas à la tête à la finale, mais il y a beaucoup de quand même. Ça veut rien dire. Le match à Lens, franchement, moi, je l'ai regardé et la première mi-temps, je l'ai pas trouvé catastrophique. Non. Et au final, ça fait 3-0. Nice est bidon. Le podium c'est fini. Le projet Ineos c'est bidon. Non, mais c'est pour ça en fait. Des fois. Mais ça, c'est juste pour le niçois. Non, c'est versatile. Non, mais c'est pour ça. Ce match à Bordeaux, il a tout du match piège aussi. Mais tu le perds. Ça veut pas dire que tu vas perdre la finale. Est-ce que perdre à Bordeaux, gagner la finale, tu prends pas ça toi ? Bah je sais rien. Non, Bah, t'as battu Bordeaux 5-3. Si tu perds contre Bordeaux, c'est un indice aussi sur l'état de forme des deux équipes. Bah, moi je prends la finale dans tous les cas. Mais ce qui est certain, c'est que dans la préparation de la finale, ça serait le pire message, quoi. Une semaine avant, perdre contre une équipe vraiment à la dérive, faut le dire quand même, ça serait vraiment terrible dans la préparation de la finale, quoi. Dans les têtes. Ça pourrait mais être... Giresse joue pas, donc je vois pas comment... Petit Ghana. Et Huc. Je vois pas comment on peut perdre. Il est bloqué aux années 80. Ça c'est Philippe Temps. 70. On a déjà des cours. C'est le début. C'est le début de l'émission, on a déjà eu le droit à Huc. Et à la fin, je parlerai de la finale 52. Oula. Un bon teaser, ça. On va écouter ce qu'en pense le coach de l'OGC Nice justement sur ce match face à Bordeaux dimanche. En aucun cas, le match de face à Bordeaux est une répétition pour la finale. C'est un match très important pour nous, comme pour eux. C'est un match très important. Je considère ce match un peu comme une demi-finale. Et quand on est dans une demi-finale, il faut gagner pour se retrouver dans une finale pour le sprint. Puisque derrière ce match de championnat, il y aura une double réception de la Saint-Etienne et de Lille, puis après le dernier déplacement à Reims. Nous sommes encore en course pour une qualification pour une Coupe d'Europe. Nous sommes à quelques points de la 3e place. Et c'est ce que j'ai dit très rapidement en début de semaine à mes joueurs, que ce match-là est très important, vraiment très important, pour qu'on puisse se battre sur les 2 tableaux pour aller chercher une place européenne. Donc j'ai dans ma réflexion, j'ai vite éliminé le fait qu'il y avait une finale samedi. C'est un match très, très important pour nous, pour la fin de championnat. Christophe Galtier, donc l'entraîneur de l'OGC Nice, sur cette rencontre face à Bordeaux. Alors, qui sera dans les buts de ce Bordeaux-Nice ? Marcin Bulka ou Walter Benitez ? On se pose la question, car si Bulka joue la finale, eh bien, il aura peut-être besoin de temps de jeu. Donc, c'est le pour-contre de cette semaine. Vincent, plutôt pour que Marcin Bulka joue face à Bordeaux s'il doit jouer en finale après ? Alors tout d'abord, on tient à dire à nos fidèles que malheureusement, on n'a aucune info sur le choix de Christophe Galtier entre Marcin Bulka et Walter Benitez. Et on n'en aura pas jusqu'au bout parce qu'il nous dira franchement tout l'inverse de ce qu'il compte faire. Ça a été encore le cas lors de Nice 3 avec ceux qui étaient susceptibles d'être suspendus lors de la finale. Il a dit non, je vais les faire jouer, pas de souci. Au final, il n'y en a aucun qui a joué. Donc voilà, c'était le petit clin d'œil. Mais voilà, on va partir du principe que Marcin Bulka joue la finale de la Coupe de France parce qu'il a joué tous les autres les tours précédents. Et qu'il a été bon. Et qu'il a été même très bon, il a fait aucune erreur. Donc pour moi, oui, Marcin Bulka doit avoir un match avant ce match capital dans la saison de l'OGC Nice. Et il doit retrouver des repères avec sa défense. On sait qu'il y aura Dante et Todibo devant lui. Sur les couloirs, bon ça pour l'instant on ne sait pas trop. Mais pour moi, il est indéniable que Marcin Bulka doit avoir un match avant ce rendez-vous au sommet
au Stade de France. Donc voilà, si j'étais Christophe Galtier, je ne serais jamais malheureusement, je ferais jouer... Heureusement. T'aurais peut-être plus de cheveux blancs, c'est bon. Ah, c'est sûr. Mais voilà, je ferais jouer Marcin Bulka. Will. Non, parce que comme il a fait depuis le début du parcours en coupe, il a fait jouer seulement sur les matchs de coupe, et notamment à Cholet, où c'est son premier match, c'est en décembre. Donc en 4 mois, il n'avait pas joué une seule minute. Il a répondu présent, il a eu des gros matchs au Parc, contre Marseille. À chaque fois, il a été bon. Pourquoi changer quelque chose qui a plutôt fonctionné ? Est-ce que ce ne serait pas le faire jouer la finale avant l'heure que de le faire jouer contre Bordeaux une semaine avant ? Le garder focus, ce serait le faire jouer qu'en coupe. Avant de te donner la parole, Philippe, on l'attente. Julien, qui jouera dans les buts en finale. Absolument aucune idée, mais très sincèrement. Alors, c'est vraiment un truc dont on n'a pas encore parlé avec Christophe, et puis en plus c'est lui qui décidera complètement, mais donc non. Bon, on tente une autre question, est-ce que Marcin Bulka sera à l'OGC Nice l'an prochain ? C'était ma question d'après, mais vas-y, je voulais donner la parole à Philippe pour nous faire la petite conclusion. Non, mais c'est forcément une possibilité, puisqu'on a une option d'achat, qui est au 30 mai, je crois, donc après la fin de la saison. Et on va y réfléchir tranquillement, même si l'idée fait son chemin. On verra la décision qu'on prendra à la fin de la saison. Philippe, plutôt convaincu par les arguments de Will, par les arguments de Vincent. En fait, j'ai pas trop d'idées sur ce débat. Les deux arguments s'entendent. Je ferai du Macron, donc je serai en même temps. Ils ont été bons tous les deux, donc je vois pas. Moi, il y a juste un truc, c'est que je comprends pas ce fait de faire jouer un gardien en championnat et un gardien en coupe. Ouais. Donc après, à partir de là, moi, je fais jouer le meilleur. À mon époque, c'est Baratelli, il jouait tout. Voilà, on en restait là. Et en même temps, Bulka était très bon. Hein. Ouais. Après, mais si on l'a vu on a vu Nantes en demi contre Monaco. Le gardien, qui n'est pas le gardien titulaire, il a été catastrophique, mais il les a sauvés à la fin. Donc bon. Et si Benitez se blesse ou est suspendu pendant plusieurs matchs, et que tu as un gardien derrière qui a joué 0 match pendant toute une saison, alors que le faire jouer en coupe, ça lui permet d'avoir quelques minutes de temps de jeu. On voit à Paris la concurrence des gardiens. Non, mais ça, c'est autre chose. Là, un coup chacun. Non, ça, c'est après, si on doit se souvenir juste de la dernière finale qu'a joué l'OGC Nice, c'était en 2006 contre Nancy, c'est Hugo Lloris qui était en les buts, le jeune Hugo Lloris à l'époque, qui était le gardien numéro 2. C'est vrai que le poids de la finale avait un petit peu pesé sur ses épaules, mais il avait peut-être moins d'expérience qu'à Marcin Bulka aujourd'hui. Ouais, et puis Marcin Bulka, on a vu au Parc, il jouait contre le club auquel il appartient, et il s'est fait un malin plaisir de les éliminer. Il est venu après en conf, tout sourire, donc lui, j'ai pas l'impression que ce soit un mec qui craigne un peu la pression. C'est déjà bien, Julien, de ne pas avoir de problème de gardien à l'OGC Nice. Exactement, on a 2 très bons gardiens. Voilà. Vraiment 2 très bons gardiens. Alors, ça nous amène à la compro probable, mon cher Will, de ce Bordeaux-Nice. Importante cette compo, parce que le match se jouera à J-6 de la finale de la Coupe de France, quand même. Nice Matin a toujours les bonnes compositions. Toujours, donc, non, Will va nous donner la composition contre Bordeaux. De bonnes infos là-dessus. C'est vrai qu'à une semaine de la finale de Coupe de France, on peut imaginer que Christophe Galtier va la préparer quelque part aussi dans sa compo, mettre l'équipe qui devrait démarrer la finale également. C'est plutôt l'équipe qui... Il n'y a pas de grande surprise. Donc Benitez dans les buts, puisqu'on prend le pari. Tu es fidèle à ton contre. Voilà, exactement. Derrière, Lotomba qui devrait être aligné à droite. Il sera en balance bien sûr avec Danny Luc qui a plutôt été bon ces derniers temps. Dans l'axe, on devrait donc retrouver cette charnière Todibo-Dante. Melvin Bard à gauche qui semble avoir pris l'ascendant sur Jordan Amavi dans la régularité. Au milieu de terrain, donc Kluivert et Guiri sur les ailes, c'est ce qui a encore été fait contre 3 et c'est ce qui devrait de nouveau être tenté par Christophe Galtier mais c'est Thuram qui devient indispensable. Il n'avait pas joué contre 3 parce qu'il avait ce carton, mais il devrait être associé avec Rosario et devant retrouver la paire Dolberg-Delors face à la pire défense de Ligue 1. Kasper Dolberg, Amine Gouiri, ce sont 2 joueurs qui sont en difficulté pour l'instant. Julien, on sait que vous aimez beaucoup parler avec les joueurs, et en particulier avec Kasper, parce qu'il a eu beaucoup de problèmes depuis son arrivée à l'OGC Nice. Comment vous les sentez, là, en ce moment ? J'ai vu la séance d'entraînement hier. Ça a été pour moi un indice important de leur implication, de leur bonne volonté, et je vais peut-être passer pour un fou, mais je ne m'inquiète pas pour eux. Je sais que c'est des joueurs qui vont faire la différence sur la fin de la saison, qui vont nous apporter quelque chose. Amine, c'est vrai qu'il est dans une période qui est compliquée pour lui,
Mais on oublie que c'est un jeune joueur, on oublie que c'est sa 2e saison en Ligue 1. Et je pense pas que ce soit de la méthode Coué, mais je suis pas inquiet pour eux. Et Kasper Dolberg, c'est vrai que vous l'avez beaucoup aidé depuis son arrivée, depuis ses problèmes. On l'a aidé, mais c'est le rôle d'un club aussi. Je pense qu'il faut être là quand un joueur a des difficultés, que ce soit sur le plan du football, parfois sur le plan humain. Il faut être là aussi pour, de temps en temps, recadrer les joueurs. Et on ne peut recadrer les joueurs que si on est légitime et crédible. Et pour être légitime, pour être crédible, il faut que les joueurs sentent aussi que dans des moments difficiles, le club est avec eux. Le club est avec eux, avec Kasper Dolberg et Amine Gouiri. Alors, on le disait tout à l'heure, on est à J-8. Si vous nous regardez le vendredi soir de cette finale de la Coupe de France, on va vous donner les dernières infos autour de cette finale. Will, en commençant peut-être par cette équipe nantaise, on le disait tout à l'heure, donc belle victoire face à Bordeaux, 5-3, alors qu'ils étaient menés 2-0. Victoire renversante, Julien l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que Bordeaux marque des buts, ils avaient bien démarré leur match, 2-0, puis Nantes... s'est réveillé, a renversé la partie. Ils se mettent en confiance eux aussi, avec 5 buts marqués, c'est une bonne chose. Toujours pas de Palois, donc je pense que Palois... Il va être très incertain pour la finale. Je pense qu'il sera même absent. C'est peut-être ce qui va leur faire du mal, parce que derrière, ils avaient trouvé leur marque avec Girotto, Palois. Là, c'est Castelletto qui a pris la relève. Mais une équipe en tout cas qui finit pas en roue libre. Et à quelques jours de la finale, on sent encore une équipe bien concernée. On en a parlé la semaine dernière, ils auront le groupe au complet au niveau des absences, des suspendus éventuels. Donc une équipe qui arrive dans une bonne dynamique. Avec un entraîneur, Vincent, qui est en train de vraiment fédérer son équipe là, autour de cette finale, Antoine Kombouaré. Ouais, ils sont focus, vraiment, ils sont dans leur finale depuis un long moment. J'espère qu'ils l'ont joué plein de fois là, d'ici le 7 mai. Mais il y a des joueurs qui reviennent, notamment un certain William Cyprien, qu'on connaît bien. C'est un bon joueur. J'aimais bien quand il était pas très bon. Là. Donc là, il revient un petit peu à un bon niveau. Il y a Simon sur le côté qui lui, dès qu'il accélère, fait d'immenses différences. Ludovic Blas qui, pareil, lui, ne cesse de progresser et qui prend une nouvelle dimension. Ouais, on en parle depuis le 1er mars. Ouais. Ça va être une très belle finale et il y a une énorme attente. Et voilà, il y aura 2 coachs qui se connaissent parfaitement, qui vont faire monter leurs gars, je pense, très très haut. On a hâte d'y être. On a parlé des gardiens, j'espère que Nantes ne fera pas jouer Lafont. Ah oui, super gardien, évidemment, Albon Lafont de cette Ligue 1. Julien, Vincent parlait d'une énorme attente. Est-ce qu'on la ressent au sein du club, cette énorme attente? Là, maintenant, on est quasiment à 8 jours de la finale. On avait cette discussion avant d'entrer sur le plateau, où on me disait, mais on sent une pression énorme autour de l'équipe, on sent... peut-être que nous, on vit un peu dans notre bulle, mais on ressent pas ça. On ressent une grosse détermination et je répète, c'est pas des mots pour essayer, mais sur notre fin de saison. Voilà, sur notre fin de saison, on est en course en championnat, on va jouer une finale. Je crois pas que l'OGC Nice ait connu beaucoup d'années comme ça, donc il faut à la fois savourer ces moments-là, et savourer, c'est aussi être conscient que des saisons comme celle-là, elles se présentent pas chaque année. Et pour les jeunes joueurs qu'on a, ou pour les plus âgés aussi, il faut qu'ils prennent conscience que c'est des choses qu'on a là, à portée de main, et il ne faut pas qu'on ait de regrets. Donc pour ne pas avoir de regrets, il faut bien évidemment tout donner, et puis aller arracher cette finale et cette qualification européenne. Donc pour répondre à votre question, nous on sent de l'implication, on sent de l'excitation, très sincèrement on ne ressent pas de pression. Pas de pression. Philippe, il y aura pourtant 20 000 Niçois au Stade de France, on en parlera tout à l'heure, et peut-être aussi 20 000 Niçois dans la fan zone à Nice, ça va pousser ? Ça devrait, j'espère qu'il y aura 20 000... la capacité est à 20 000. Voilà, donc j'espère qu'il y aura les 20 000, comme ça leur permettra de lire l'encart le supplément de Nice Matin qui leur sera offert le soir dans la fan zone. Qu'est-ce qu'on va voir dans Nice Matin autour de cette finale ? On va faire un gros dispositif final avec 32 pages, focus la finale, avec tout ce qui annonce les équipes...
il y aura un portrait de Galtier, il y aura un papier sur Comboiré, il y aura les duels, le parcours de Nice, les anciennes finales, il y aura tout. Ouais. Tout sur la Interview finale. de Jean-Pierre River également. Interview de Jean-Pierre River, il y aura un papier Julien Fournier on vivra la finale à côté de lui, donc on fera un faux mercato. un papier mercato sur la projection sur l'année prochaine. Un numéro collector en tous les cas. Collector. Voilà. On joue tout sur un match. Évidemment sur cette finale. On disait tout à l'heure, Vincent, 19 800 très exactement places vendues aux Niçois, qui seront moins nombreux, paradoxalement, que les Nantais en termes de quota de places. C'est notre indiscrétion de la semaine. Pourquoi ? Parce que les Nantais ont demandé une petite rallonge et ils ont eu un peu plus de 1000 places supplémentaires. Donc il faut s'attendre à un Stade de France très coloré, très jaune, avec, très canari. D'un côté, ouais, mais il y aura également énormément de rouge et noir, mais il va falloir que les Niçois gardent de la voix pour faire jeu égal en tribune avec le peuple nantais qui se déplacera en masse au Stade de France. Il y a seulement 4 heures de route entre Nantes et Paris, donc ça a facilité aussi le déplacement des supporters. Les billets d'avion entre Nice et Paris ont rapidement explosé. Moi, j'ai regardé un peu cette semaine, c'était autour de 300 €, donc c'est pas accessible à toutes les bourses. Donc voilà, il y aura quand même 20 000 Niçois, on me le rappelait dans la semaine, il n'y en avait que 7 000 au Parc des Princes en 97. Donc c'est le triple aujourd'hui. Mais malgré tout, Nice n'a pas redemandé de places supplémentaires comme a pu le faire Nantes. Ouais, c'est ça. 20 000, il y en aura 19 800 exactement de supporters niçois au Stade de France. C'est déjà un nombre conséquent et ça représente vraiment le socle de fidèles qu'on voit également à la Nantes Riviera, où les affluences ne sont pas celles espérées par le club et même par nous les observateurs. On est toujours un peu surpris de voir qu'un dimanche à 15h, alors que le ski est fini, que la neige a fondu, que le temps est assez maussade pour ne pas aller à la plage, qu'il y ait 9000 personnes ou 10 000, selon les chiffres officiels, il y avait 14 000, mais on sait très bien que c'est beaucoup moins. Mais il y avait 10 000 personnes contre 3, et ça, on en parle souvent, même en off, avec les dirigeants et ceux qui tentent de faire venir du monde au stade. On va éviter le off, on va faire du on, là, carrément. Voilà, Julien, l'affluence, c'est une déception quand même à Nice cette saison. Surtout dans cette dernière ligne droite si importante quand même, on peut le dire, on a le droit de le dire. Et il n'y a aucun sujet tabou. Et la réalité, c'est vrai que quand nous on se déplace, quand on va à Rennes, qui il y a quelques années, le stade était une cathédrale, ou en tout cas un endroit où on s'entendait parler, aujourd'hui c'est un stade entier qui pousse. Quand on va à Strasbourg, c'est un stade entier qui pousse. Quand on va à Lyon, même si cette année c'est une année difficile, pareil, Marseille, j'en parle même pas. Et nous, on a une tribune qui pousse. Et que c'est vrai que tout compte. Alors, on peut me dire, oui, mais Monaco, le stade pousse pas, et bien évidemment. Mais moi, je sais que dans ces dernières lignes droites, ça peut être un petit plus. Ce petit plus, aujourd'hui, on ne l'a pas. Par contre, je suis certain qu'on va l'avoir au Stade de France. Même s'il y a une tribune qui pousse, même s'il y a un autre COP de supporters qui s'est créé, les Ultra Bruganti dans la tribune en face de la Populaire Sud, et c'est vrai qu'eux aussi essayent, mais c'est compliqué. Oui, ouais. Ça reste compliqué parce que... Mais vous êtes plus niçois que moi, et même beaucoup plus niçois que moi, et c'est... moi, j'ai pas d'explication à ça. Je désespère pas, parce que je pense que les choses peuvent changer. Mais effectivement, aujourd'hui, c'est un manque. Oui. On en parlait avec Vincent des fois, il y a aussi cette culture de t'as pas une place, quoi. Qu'on demande souvent au club, en ville, on vient nous demander, nos amis, nos familles, t'as pas une place pour le match. Et bon, on va pas offrir des places à tout Nice, Julien, non plus, à un moment donné, quoi. Ouais, mais moi, je pense pas que ce soit la solution. Je veux dire, quand vous parlez avec les autres clubs en France ou les autres supporters, etc., enfin, moi... Beaucoup de gens se posent même pas la question qu'est-ce qu'ils vont faire le dimanche après-midi, ils vont au stade. Voilà. Et oui, parfois on aimerait qu'il y ait plus que nos amis niçois, ils se dirigent plus en nombre vers le stade. Ce qu'on entend aussi souvent, c'est le jeu proposé, c'est pas assez. Vous savez, Vincent, moi pendant 2 ans, on nous a dit oui, mais cette équipe a pas de caractère, cette équipe... avant, on joue à la baballe. Donc cette année, j'entends, le jeu, c'est pas assez. Moi, je vois une équipe qui progresse. Je me situe comme un dirigeant de club où on fonctionne par couche. Et aujourd'hui, je suis fier de cette équipe parce que cette équipe, elle démontre du caractère. Moi, je trouve que cette équipe, elle ressemble aux Niçois. Cette équipe, elle lâche rien. Cette équipe, elle va chercher les 3 points à la dernière minute et on est encore dans la bataille. Voilà. Donc, c'est une équipe qui doit plaire. Après, est-ce qu'on n'a pas envie de marquer plus de buts ? Oui,
Est-ce que le coach, il n'a pas envie de marquer plus de buts? Oui. Est-ce que nos attaquants, ils n'ont pas envie? Oui. Et c'est des axes de travail, c'est des axes d'amélioration, bien évidemment. Mais profitons, quoi. C'est pas tous les ans où on va se battre pour la 3e place et en finale la Coupe de France. Donc profitons aussi. Et profitons aussi d'avoir donc 20 000 Niçois à Paris. C'est important. C'est parce que ça va peut-être jouer à quelques milliers en plus pour Nantes ou pas, mais c'est pas ce qui m'inquiète parce que je sais que le peuple niçois, quand il se déplace, ils étaient que 7 000, Philippe, en 97. On les entendait au Parc des Princes. Ah, on a entendu beaucoup plus que les Bretons. Ouais. Voilà. Donc, après Guingamp, c'était une ville... C'est assez petit aussi. Oui, mais ils étaient plus nombreux. Oui, mais ils étaient plus nombreux, les Guingampais. Et puis, oui. comme ce sera le cas avec Nantes, la France sera plus jaune et verte que rouge et noir. Et comme avec Guingamp, c'était le cas aussi. La France du jeu foot était plutôt pour Guingamp que pour l'OGC Nice. Donc moi, ça me va. Et pour Guingamp, le stade était rouge et noir parce que les deux clubs avaient les mêmes couleurs. Ouais, mais Julien dit qu'il n'a pas d'explication. Mais les Niçois, ils ont toujours une explication pour pas aller au stade. Ouais. Il y a toujours un truc. Il est loin. Voilà. Mais il n'y a pas de place de parking. C'est depuis ça, c'est un vrai problème. C'est depuis la nuit des temps. C'est comme ça. Est-ce qu'on est une ville de foot? C'est un faux problème. C'est un faux problème. J'étais en Angleterre il y a 15 jours sur un match de Championship. Ça bouchonne à l'entrée du stade, ça bouchonne à la sortie du stade. Partout où vous allez, il y a des bouchons à la sortie d'un stade. C'est pas grave. C'est pas grave. Il y a une différence, Julien, entre les bouchons et ne pas trouver de place. Ou alors, quand on en trouve une, se prendre un PV à la fin du match. Il y a beaucoup de gens qui ont été écœurés par ça, et je peux comprendre. À l'époque du stade du Rail, les gens se garaient n'importe où et ils revenaient. Je peux aussi vous répondre qu'il y a le tramway, qu'il y a d'autres manières d'y accéder, et que... Je pense que quand on a vraiment envie d'aller au stade, on trouve le moyen d'aller au stade. Juste une petite question par rapport au parking, puisque Ikea, ça va ouvrir là le géant. Il y a des parkings pour Ikea. Est-ce qu'ils seront peut-être utiles pour les soirs de match de Nice également? Probablement, ça fait partie des ententes à trouver avec eux, mais ça serait une bonne nouvelle. Oui, probablement. Et ce qui revient aussi assez souvent dans les faibles affluences, c'est il manque à Nice ce joueur, cette fameuse star pour faire venir du monde au stade, parce que Nice est une ville qui aime un petit peu le clinquant, mais voilà, faut demander à Julien, est-ce que l'idée... il y a eu un Balotelli, il y a eu Ben Arfa, et c'est pas pour autant qu'il y a eu beaucoup plus de on pensait que ça serait Kasper Dolberg. Ouais, mais je me fais le porte-parole un peu de ce qu'on entend en ville. Je pense que tous ces arguments qui sont des arguments sincères sont pas des arguments qui expliquent la situation. Mais on voit bien vous l'avez dit, Mario Balotelli était là, Hatem Ben Arfa était là, on n'a pas eu non plus... Donc je pense que c'est plus une question de culture. La culture, elle évolue. La culture, moi je me souviens quand on est arrivé à l'OGC Nice, peut-être que le club avait une ADN différente de celle qu'elle a aujourd'hui. On l'a fait évoluer, de mon point de vue, dans le bon sens. Et je désespère pas que petit à petit aussi, les gens adhèrent et viennent au stade en nombre. Est-ce que Christophe Galtier n'est pas un peu déçu sur ce plan-là, lui qui est champion de France? Il vient à Nice et puis en fait... Est-ce que je crois pas. Est-ce qu'il n'y a pas une petite déception? Je suis pas sûr qu'à Lille non plus il y avait une atmosphère incroyable. Oui, mais on rêverait tous quand on évolue dans un club d'avoir les meilleurs joueurs, la meilleure attaque, la meilleure défense, un stade plein. Mais on peut regarder le verre à moitié vide. Moi aujourd'hui, je prends du plaisir à voir ce gym parce que ce gym il évolue, ce gym il est dans le combat, ce gym il lâche rien. On a des gamins qui, pour moi, ont un potentiel de très haut niveau. On se bagarre pour les places européennes, on est en finale de la Coupe de France. Il y a plein de choses qui m'excitent. Donc oui, on peut continuer à regarder les choses un peu négativement ou mettre le doigt sur un truc qu'on doit améliorer. Il y a plein de choses qu'on doit améliorer. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de choses pour qu'on puisse se régaler aussi. Moi, j'ai envie de profiter et d'être dans ma bagarre, dans ma compétition jusqu'au 20 mai, quoi, ou 21. Mais il faut espérer aussi que Nice remporte cette finale de Coupe de France et espérer qu'il y ait un effet victoire. On l'a vu à Rennes, la victoire en Coupe de France, c'était en 2019, a créé une vraie dynamique au sein de la jeunesse rennaise. Bien sûr. Et avec Will, on le dit souvent, on est une génération, on a plus de 30 ans, ça fait 25 ans le dernier titre, on avait 9-10 ans, depuis on n'a jamais vu Nice rien gagner. Donc ça aussi, ça veut dire qu'il y a toute une génération de jeunes niçois
plus trop jeunes pour certains, qui n'ont jamais rien gagné. Et donc voilà, ça peut aussi créer une vraie dynamique. On l'avait vu en 97, c'était une équipe qui descendait et pourtant tout Nice avait fêté la victoire en Coupe de France malgré la relégation. Voilà, c'était une fierté de Et nos souvenirs d'enfance, c'est la ça. victoire de Nice en Coupe de France. Complètement. C'est pas la descente, parce qu'en plus, là, on avait par bonheur la chance de vivre une épopée en Coupe des Coupes. Kilmarnock, Slavia Prague, on en a parlé pendant 20 ans, après au collège, au lycée. Donc, une épopée, comme on l'a souvent répété, alors que moi j'ai été gâté puisque j'ai vécu tous les titres 52, 54, j'avais 30 ans, j'étais à Colombes. Tu as connu Pancho González jeune. Pancho González, les années 70. Allez, c'est l'heure du cadeau de la semaine. Cette semaine, nous allons vous faire gagner un abonnement d'1 an à l'offre numérique de Nice Matin. Pour cela, il vous faut trouver le score exact de ce Bordeaux-Nice avec le nom des buteurs. Et vous pouvez répondre sur nos réseaux avec le hashtag Gymtonic. On parlait de Christophe Galtier tout à l'heure, Julien. C'est définitivement le bon choix fait cette saison. Là, maintenant, à la 35e journée, on peut le dire. C'est le bon choix. Quoi. On ne s'est pas trompé. Quoi. Donc c'est pas une question. Non, c'est une affirmation. Donc, je ne vais pas y répondre. Il ne sera pas viré si on perd la finale, quoi. Peut-être qu'on va le virer avant. Non, mais on est ravis. Et pour être sérieux, je pense que il apporte sa couche à la construction du club. Je répète, parce que n'oubliez pas ce que vous avez aussi dit, et souvent à juste titre, ces 2 dernières années, où une équipe qui manquait de caractère, qui manquait de leadership, on était des gentils garçons, on est toujours des gentils garçons en dehors du terrain. Je trouve que les valeurs qu'on monte sur le terrain aujourd'hui, elles me plaisent. Elles correspondent à Christophe. C'est pas moi qui ai amené ça. C'est Christophe Galtier qui a amené ça. Je veux pas le réduire à ça, mais c'était aussi un élément déterminant pour nous parce qu'on était persuadés qu'on avait du talent, qu'on avait des bons joueurs. Et on oublie de dire que 70% de cette équipe, elle était présente l'année dernière. Mais Christophe a apporté ça. Donc bien évidemment que Christophe est le bon entraîneur au bon moment à l'OGC Nice, oui. Comment ça se passe au quotidien entre vous? On le connaît un petit peu maintenant, Christophe Galtier, ça fait quelques mois qu'on le pratique. C'est un coach qui peut parfois s'emporter. Au quotidien, dans la semaine, c'est un petit peu tendu par moment. Vous n'êtes pas souvent d'accord. Enfin, il vous arrive de ne pas être d'accord, vous l'avez dit ça. Oui. Mais en plus, on a 2 personnalités différentes. Christophe, il est très démonstratif dans ses émotions, positives ou négatives, là où moi, je vais être beaucoup plus froid. Je pense que son métier veut ça, le mien peut-être veut ça aussi. Ça ne veut pas dire quand on est froid qu'on n'a pas d'émotion, mais oui, là-dessus, on est différents. Mais je pense qu'on est aussi complémentaires. Et bien évidemment qu'un entraîneur et un directeur, on n'est pas toujours d'accord. On est d'accord sur la finalité, on est d'accord sur beaucoup de choses, et puis il y a des fois où on n'est pas d'accord. Mais ça s'est passé pendant des années avec Claude Puel, ça s'est passé avec Lucien aussi, avec Patrick dans un registre différent, mais c'est pas parce qu'on a des désaccords que la relation est mise à mal. Voilà, ça c'est important de le préciser. Juste l'un des points qui a fait débat, et notamment chez les observateurs, on a beaucoup parlé du mercato hivernal. Lui voulait un élément d'expérience. Nous les premiers. Oui. Ici même. Il ne faut pas se le cacher. D'expérience, un ailier performant, et finalement, vous avez pris Belal Brahimi, un joueur, un espoir. Est-ce que ça a été un point de divergence entre vous? Mais moi, c'est pas comme ça que je regarde la situation. C'est-à-dire, vous êtes au mois de janvier, on est 2e du championnat, ça veut dire que quand on fait venir un joueur en courte saison, c'est pour renforcer l'équipe, c'est-à-dire quelqu'un qui va être susceptible de prendre la place des titulaires à l'époque, et dans un poste bien spécifique, avec un profil bien spécifique. Un profil de percussion qu'on n'avait pas, un profil de profondeur, un profil, comme on dit, un joueur avec des jambes. Et quand vous mettez tous ces critères bout à bout, croyez bien qu'au mois de janvier, le panel de choix, il n'est pas si important que ça. Donc nous, effectivement, on a opté pour remplir le besoin qu'avait l'équipe. Et je répète, on manquait de percussion, on manquait de verticalité, on manquait de jambes parfois sur les côtés. Et on a pris avec Bilal quelqu'un auquel on croit beaucoup. Et quand on parle d'espoir, j'ai l'impression que c'est toujours des joueurs qu'on remet au lendemain. Et Amine Gouiri, quand il est arrivé, il a été performant tout de suite.
Bilal, le peu qu'il prend, un peu comme Evan Guessant, le peu qu'il prend ou le peu qu'on lui donne, ou quand on lui donne, eh ben, il montre qu'il est là. Avec toujours, pour moi, du caractère, avec du culot, une forme d'insouciance, mais positive. Et donc, pour moi, il a renforcé l'effectif de l'OGC Nice, bien évidemment. Parmi les axes de progression, peut-être, il y a la formation. On va voir ce tableau, cette statistique qui est sortie cette semaine sur le pourcentage de minutes jouées parmi les clubs de Ligue 1 et avec les joueurs du centre de formation, où l'OGC Nice arrive en 18e place avec 2% peut-être. Alors, on parlait d'Evan Guessant, évidemment. C'est un jeune du centre. Jordan Amavi est également revenu. Mais est-ce qu'il y a encore un axe de progrès pour que des jeunes poussent plus là du côté des titulaires et tapent un peu plus à la porte de l'équipe première? Bien évidemment. Et en cela, Evan, et je lui mets peut-être une pression négative là-dessus, mais il doit être aussi notre ambassadeur de la formation et pousser pour s'imposer. Après, c'est une question aussi de qualité au centre de formation. On a des joueurs, et croyez bien qu'il y a des joueurs qui vont arriver. Je ne donnerai pas les noms parce que là aussi je ne veux pas mettre une pression négative sur eux, mais on va adopter probablement une politique aussi de prêt pour ces jeunes joueurs pour pas qu'entre 18 et 20 ans, entre guillemets, ils stagnent en National 2. Donc on va aller les prêter en National, on va aller les prêter en Ligue 2 et on a des joueurs qui arrivent et qui deviendront des joueurs titulaires de l'OGC Nice. Donc la statistique du jour, bien évidemment, elle montre notre insuffisance. Mais là encore, c'est pas remettre au lendemain la performance, mais c'est un axe sur lequel je suis pas très inquiet. Et on va voir des jeunes niçois en équipe première. Prêter les joueurs, vous avez dit en Ligue 2, en National, peut-être moins à Lausanne, parce qu'on va en dire un petit mot rapidement, mais c'est vrai que Lausanne va certainement descendre en deuxième division. C'était un axe de progression aussi peut-être pour les joueurs d'aller jouer là-bas. Ça sera un peu plus compliqué maintenant ? Si vous regardez bien, en fait, cette année, on n'avait pas prêté de joueurs de l'OGC Nice parce qu'on estimait justement qu'il n'y avait pas suffisamment de joueurs de qualité pour les envoyer à Lausanne. La problématique de Lausanne est pas forcément toujours faire les bons choix. C'est pour ça que la saison est très compliquée, mais quand on a envoyé Evan Guessant, il est revenu transformé. Quand on a envoyé Lucas Dacunia, il est revenu transformé. Et puis Pedro Brazao a eu peut-être plus de difficultés. Mais si demain, on a un joueur dont on pense qu'il a le niveau et qui correspond à un besoin de Lausanne, on ne s'interdit pas, en accord avec eux, de le prêter. On a la sensation que quand même avec Christophe Galtier, il y a eu un changement dans le coaching, c'est-à-dire que ce soit Puel, Lucien Favre ou même Patrick Vieira, ils avaient vraiment un vrai regard sur la formation, sur les jeunes équipes, qu'on a l'impression que Christophe Galtier est plus focus sur son équipe et qu'il trace son cap sans vraiment regarder ce qu'il se passe chez les jeunes. Non mais c'est complètement assumé et de son côté et du nôtre. C'est-à-dire qu'on a fait venir Christophe, au même titre qu'à un moment donné, après l'énorme travail de Claude Puel, on a fait venir Lucien pour passer un cap au niveau des résultats, ce qu'on a réussi à faire. Aujourd'hui, Christophe, on l'a fait venir pour s'occuper de l'équipe première. Après, il y a des gens autour qui sont là pour lui signaler quand il y a un bon jeune. Et Christophe n'a jamais rechigné, n'a jamais refusé, bien au contraire, de prendre des jeunes de la formation à l'entraînement la semaine. Et si demain, il y en a un qui mérite, il jouera. Donc, mais oui, la mission de Christophe, c'est de gérer l'équipe professionnelle. Je me fais un peu le porte-parole de l'homme de la rue à Nice. Souvent, ils font le parallèle avec l'équipe de cyclisme d'Ineos, où il y a des têtes de gondole, où ils ont des stars, ils ont gagné des courses, maintenant ils se diversifient, viennent de gagner Paris-Roubaix. Et ils ont l'impression que le foot, c'est un peu le parent pauvre et qu'on ne met pas les moyens pour faire venir de gros joueurs. Non, mais je peux comprendre la remarque. Je ne la partage pas du tout. C'est-à-dire que Team Ineos, ou Ineos Grenadier maintenant, en cyclisme, si je devais le comparer à un club de foot, c'est le Real Madrid. Et jusqu'à preuve du contraire, on n'est pas le Real Madrid au niveau du foot. Donc, et on ne peut pas le devenir comme ça. Et je ne crois pas qu'on aura vocation à devenir ce type de club-là. Donc il faut comparer ce qui est comparable. De la même manière, Ineos est investi à la Formule 1 au niveau de Mercedes. De la même manière, Ineos a un partenariat étroit avec les All Blacks. Dans le foot, et il faut regarder les choses différemment. Le gym, l'OGC Nice, et grâce à Jean-Pierre River, a l'immense chance
d'avoir un actionnaire qui s'appelle Ineos. Oui, c'est indéniable. Mais c'est juste, voilà, eux, ils attendent le joueur à 40 Ineos, millions. ils attendent pas Brahimi au mercato d'hiver, quoi. Oui, mais je pense, mais peut-être qu'on l'a mal dit, on a expliqué pourquoi Ineos est venu à l'OGC Nice. C'était pas pour transformer un projet. D'ailleurs, peut-être que à ce moment-là, ni Jean-Pierre ni moi n'aurions été de l'aventure. Mais c'était pour continuer un projet qui a été initié il y a une dizaine d'années, avec la possibilité de garder nos meilleurs joueurs quand on le souhaite. On restera toujours un club vendeur. On ne sera jamais un club ultime comme le sont Real Madrid, Barcelone, Manchester City ou ces clubs-là, ou le Bayern de Munich. On ne sera pas ces clubs ultimes. Par contre, on peut devenir un club qui, justement, va développer des joueurs, va rendre des joueurs, va fabriquer des joueurs de haut niveau pour ces clubs-là. Et moi, je trouve que c'est déjà une progression énorme pour l'OGC Nice, quoi. Alors Philippe, tu t'es fait le porte-parole de la rue, moi je vais me faire le porte-parole un peu des réseaux. À ce propos, on dit qu'il y a deux courants peut-être à l'intérieur du club aujourd'hui qui pourraient dire, on peut-être essayer d'aller un peu plus loin sur des joueurs un peu plus chers peut-être, et un autre courant un peu plus raisonnable, on va dire ça comme ça. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça existe? Mais vous faites bien de poser les questions franchement, et la réponse elle va être tout aussi franche. C'est pas comme ça qu'on raisonne. On a montré, je sais pas, Kasper Dolberg, sans révéler le prix de son transfert, ça a été le plus gros transfert de l'histoire du club. C'était autour de 20 millions d'euros. Mais quand on va prendre Amin Gouiri, qui est le meilleur buteur sur les 2 dernières saisons de l'OGC Nice, qui est une vraie satisfaction, c'est pas le même investissement. Donc non, il n'y a pas du tout deux courants au club. Il y a un courant qui est incarné par Ineos et ses actionnaires, et notamment Jim. Et puis ensuite des gens en dessous qui sont là pour mettre en place cette stratégie. Et dans le meilleur des cas, une qualification en Ligue des Champions, ça changerait réellement quelque chose dans l'investissement qui serait fait sur le mercato? J'apporterai la même réponse que quand, par exemple, on réalise une grosse vente avec d'Albert. D'Albert avait rapporté beaucoup d'argent au club. Est-ce que pour autant ça a fait passer le club dans une autre dimension? Non, c'est-à-dire que tant que vous n'avez pas un club qui est programmé, qui est assez costaud pour prétendre à jouer chaque année la Ligue des Champions, c'est pas une qualification qui va faire que, pour dire de manière triviale, on va s'envoyer en l'air n'importe comment sur des joueurs. Donc on est toujours, nous, dans une phase de construction par couches successives. Parfois, c'est vrai qu'on sent cette impatience, on la sent, et je peux la comprendre. Je serais supporter, peut-être j'aurais envie que ça aille plus vite. Mais moi, je me dis, tant qu'on avance, ça veut dire qu'on progresse. Et moi, je vois cette équipe et ce club progresser. À quel mercato d'été peut-on s'attendre? Est-ce qu'il y a déjà des joueurs qui sont en passe de signer à l'OGC Nice? Alors, ce qu'on veut savoir, c'est évidemment les noms. Ouais. Je sais très bien qu'on va en avoir plein. Mais est-ce que c'est envisageable de voir un garçon arriver pour... vous n'avez pas parlé du prix, mais Kasper Dolberg, c'était un transfert autour de 20 millions d'euros. Est-ce qu'on peut s'attendre cet été à des dépenses aussi élevées? J'en sais rien du tout. J'en sais rien. Ce que je peux vous dire, c'est que oui, on travaille. Oui, on voit des joueurs. Oui, il y a des joueurs qui ont envie de nous rejoindre. Et heureusement. On peut pas avoir un petit nom? Et ce qui nous anime, ce qui nous anime, c'est d'essayer chaque année d'améliorer l'effectif. Voilà, l'année dernière, on a montré qu'on a gardé nos meilleurs joueurs. On a fait venir des joueurs aussi qui, pour la majorité d'entre eux, apportent à l'équipe et à l'effectif. Et il faut qu'on continue comme ça. Voilà. Et jusqu'au jour où peut-être qu'un jour, on sera en position de dire, cette année, oui, on est l'égal de Marseille, on est l'égal de Lyon, on est l'égal de Monaco. On va jouer la Ligue des Champions. On est dans cette construction. Tu as parlé de Jonathan David. Des joueurs que Christophe Galtier apprécie. On sait que Jonathan David était un peu en difficulté dans cette deuxième partie de saison à Lille. Est-ce que c'est un profil de joueur qui peut intéresser? Parce qu'on sait que maintenant, il a un niveau, au niveau du transfert, assez élevé, ce joueur-là. Mais il y a plein de joueurs qui nous intéressent. Après, ce qu'il faudra regarder avec Christophe, c'est quel est le profil qui va correspondre au manque de notre équipe et de venir le combler comme ça. Dernière question sur le mercato. On parle aussi beaucoup de Tedji Savanier. C'est un joueur qui a bientôt 30 ans,
Il te l'a il piqué les a. Il est... Pardon. T'as piqué la question à vous. Pardon. Bah, c'est une question commune, donc on est 2 contre 1. Est-ce que Tedji Savanier, on sait que vous êtes plus intéressé sur des prospects assez jeunes, même si vous avez prouvé avec Andy Dolor que vous pouvez faire aujourd'hui des trentenaires. Il n'était pas trentenaire, Andy, quand il a signé. Il avait 30 ans. 29, non 29 ou bientôt 30. Ouais, 29-30. Il se rapprochait des 30. Est-ce que Tedji Savanier, c'est un profil, sachant que c'est certainement l'un des meilleurs joueurs de Ligue 1, qui est susceptible d'arriver à l'OGC Nice, ou c'est trop vieux, c'est pas possible? Non, mais il n'y a pas de c'est trop vieux ou de... Est-ce qu'il vous plaît? Bien évidemment qu'on restera un club où on va développer des joueurs pour le haut niveau. Voilà. Et pour développer des joueurs pour le haut niveau, vous avez besoin aussi de joueurs, on dit expérimentés, moi j'aime pas le terme âgé, mais des joueurs expérimentés qui vont être le ciment de l'équipe. Il vous plaît, voilà. Tedji Savanier? Après, donner des noms, je vais pas vous donner de noms. Et je vais... Est-ce qu'il vous plaît? Il plaît à tout le monde. Je sais même pas qui c'est. mais c'est pas... Voilà, si vous devez retenir une chose, c'est que nous, on essaye chaque année d'améliorer l'équipe. Voilà, pour chaque année qu'on puisse prétendre le plus régulièrement possible à jouer nos compétitions européennes. Et je crois que c'est là où je voudrais que les gens aussi aient conscience. C'est peut-être la fausse modestie, mais je l'assumerai. C'est quand nous, on est arrivé en 2011 avec Jean-Pierre, c'était un club qui se bagarrait pour ne pas descendre en Ligue 2. Voilà. Et aujourd'hui, on est à la bagarre pour jouer les places européennes. Oui, ça a pris 10 ans, avec des hauts et des bas. Mais moi, tant que je vois ce club avancer, ça me plaît, quoi. Est-ce que la porte est ouverte pour tous les joueurs niçois? Est-ce que à un départ, tu veux dire? Au niveau départ, est-ce que tous les joueurs niçois sont... est-ce qu'on peut être attaqué sur n'importe quel joueur? Non, mais attaqué, bien sûr qu'on est attaqué. Et on sera attaqué. Après, c'est mais pas... est-ce que le club va dire un jour, pour un joueur, non? On a déjà dit non à des joueurs, et on continuera parfois de dire non à des joueurs, mais on est dans une situation, et pour l'instant, je touche du bois, mais on a réussi... C'est pour ça que je parlais aussi des relations tout à l'heure quand vous évoquiez Kasper Dolberg ou d'autres. Je pense qu'un départ, ça se programme. Ça se programme en accord avec le joueur. Et moi, j'ai horreur. Si on doit faire un bras de fer, on va le faire. Et puis, le joueur ne nous fera pas plier. Mais un Beaucoup départ... de présidents de club ont dit ça et le joueur partait derrière. Oui, mais parce qu'ils se sont mis dans des bras de fer aussi. Nous, on essaye, et jusqu'à aujourd'hui, je crois qu'on y est plutôt bien arrivé. À programmer nos départs et faire en sorte que ce soit en accord avec tout le monde. Voilà. Et à ce sujet, est-ce que le départ de Dolberg est programmé? Parce que, bon, on dit qu'on a l'impression qu'il arrive un peu au bout de l'aventure, au bout du chemin. Est-ce qu'elle a vraiment débuté? Ah non, arrête. Elle a débuté, bien sûr qu'elle a débuté oui, cette aventure Dolberg. La première saison, elle va au bout déjà, il finit avec un bon il y a de toujours but. les lames bien aiguisées. Non, mais ça pose le débat. Non, mais on a à chaque émission le débat Dolberg. Hier, il y avait son sélectionneur qui était là d'ailleurs. On a eu une discussion très intéressante et très enrichissante. Et Kasper, je crois qu'il est heureux à Nice. Après, il est peut-être un peu comme moi, ou je suis un peu comme lui. Il a du mal à l'exprimer. Mais ça sortait de la bouche de son sélectionneur. Et puis voilà, chaque chose en son temps. Laissez-nous être dans la bagarre jusqu'au bout. Elle est tellement bonne, cette bagarre, que posez-nous les questions au 20 mai. Et puis Dolberg va faire gagner la finale de la Coupe de France et faudra le prolonger. Faudra le prolonger en CDI. Depuis la première émission de Gymtonic, on dit que Dolberg va marquer le but vainqueur. Vous parliez un petit peu de vous dans votre façon de vous exprimer. Ça va mieux peut-être aussi pour vous, c'est-à-dire que vous avez dans le sens auprès des médias, c'est ça que je voulais dire. Dans le sens auprès des médias où c'est vrai que quand vous êtes arrivé à l'OGC Nice, vous étiez peut-être un peu sur la réserve, on va dire ça comme ça, même si vous êtes toujours un petit peu, mais on vous voit peut-être un petit peu plus, peut-être on vous entend aussi un petit peu plus, on vous a eu parler sur l'arbitrage aussi par exemple. Je pense que c'est l'évolution aussi du club. Quand je me souviens, quand j'étais arrivé, j'avais une grande discussion avec Virginie Rossetti, notre directrice de la communication, et je lui ai dit il faut qu'il y ait 2 personnes qui s'expriment, parce qu'il faut de la clarté pour les gens. Et on avait pris Claude Puel, qui était un entraîneur plus, et il y avait le président. Et donc, moi, je trouve que les doubles paroles ou les triples prises de parole, ça n'a pas d'intérêt, pas de sens. Après, je ne suis pas quelqu'un qui va rechercher la lumière ou qui me complaît à me voir dans les médias, mais après, ça fait aussi partie du job. Donc
Je sais pas si, comme vous dites, ça va mieux ou si je me suis détendu ou si je sais pas. Mais oui, ça fait partie du job et c'est pas un exercice qui me plaît. C'est pas un exercice, c'est pas une croix non plus que de venir vous voir ou parler avec les médias. Vous êtes bien avec nous là aujourd'hui. Dans Gymkhana, tout va bien. À part lui. Parce que vous en faites pas beaucoup des plateaux télé. Non. Honneur, merci. On va continuer toujours dans le ton très positif. Ça fait plus de 10 ans que vous êtes là. Vous n'avez pas beaucoup changé. Ah, c'est gentil. Vous voyez encore combien de temps à l'OGC Nice ? En fait... Est-ce que par exemple vous êtes donné un point de rendez-vous avec les actionnaires, avec la famille Radcliffe ? Non. Enfin, non. Non, ça non. C'est plus un rendez-vous avec moi ou avec ma famille. Okay. Mais parce que le foot, moi je m'éclate. C'est un métier qui est, quand on aime le foot, qui est passionnant, qui est extraordinaire. Enfin, j'ai pas de mots, parce que moi ça fait 20 et quelques années, et j'ai adoré travailler à l'OM. J'adore travailler à l'OGC Nice. Ça, on coupera au montage. Hein, non, il faut rien couper parce que je veux pas. Mais après, c'est des métiers qui sont chronophages. C'est-à-dire que c'est des métiers où moi, je vois mes enfants, je les vois pas grandir. La famille, on ne donne pas assez. Les amis, on ne donne pas assez. Et puis, il y a des fois, oui, on peut avoir une forme de lassitude qui est humaine. Donc moi, en fait, je vais faire ce métier tant que je me sens utile. Et tant que je me sens, performance c'est peut-être prétentieux, mais en tout cas avec suffisamment d'énergie pour délivrer les responsabilités qu'on m'a confiées. Vous arrivez à trouver une heure de temps en temps pour jouer au paddle quand même, je sais que ça c'est votre... Alors ça fait 1 an, enfin, pas 1 an mais presque, alors j'ai un genou de vieux, vous devez connaître ça, mais moi. C'est terrible, et du coup non, j'ai pas beaucoup joué, et ça aussi ça me manque. Voilà. Ça aussi, ça. En tout cas, vous le disiez, on en avait parlé un peu en off quand on a fait l'entretien. Si c'est du off, il faut pas le dire. Non, par rapport... en tout cas, vous préférez votre job que celui d'entraîneur. Entraîneur, c'est vraiment le job le plus usant, peut-être. Ça, alors pour le coup, c'est pas du off. J'ai la plus grande admiration, et je le dis pas... Je le dis très sincèrement pour les entraîneurs. Si vous pouvez pas imaginer à quel point ce métier, il est difficile. Parce qu'il doit gérer 25 joueurs avec des égos, des états d'âme, des insuffisances, des blessures, mais il doit gérer aussi sa direction. Et parfois, sa direction, c'est pénible. Il doit gérer l'environnement médiatique, il doit gérer de répondre à l'attente légitime des supporters. Donc, c'est des gens, et moi, j'ai toujours vu les entraîneurs commencer la saison avec une jolie mine, et puis les finir avec les poches sous les yeux, avec un ventre. Mais parce que c'est des métiers terribles. Donc, toujours indulgent avec les entraîneurs. Est-ce comme eux, comme les entraîneurs, le bonheur d'une victoire dure 5 minutes chez vous aussi ? C'est-à-dire que pour le coup, ça va peut-être vous donner un indice, j'en sais rien, mais moi les défaites font de plus en plus de mal. Et les victoires, elles sont de plus en plus... Le bonheur de la victoire... Éphémère. Il est de plus en plus court. Ça veut dire que le club progresse peut-être ? Je sais pas, ou c'est moi qui muse, peut-être aussi, je sais pas, mais parce qu'au départ, peut-être que, ou c'est peut-être l'expérience, ou la maturité, j'en sais rien, mais en tout cas, au départ, on gagnait un match, moi, c'était une bouffée d'oxygène pour 2 jours ou 3 jours. Là, honnêtement, on gagne, j'ai la même décharge de bonheur, mais elle est extrêmement courte, parce que tout de suite, on renclenche sur... Mais on vous voit toujours descendre en fin de match à l'extérieur, plus quand... On vous voit apparaître sur l'écran. Pourquoi ce besoin de venir proche du terrain dans les 5 dernières minutes ? On a tous nos c'est un toc, nos tocs un peu débiles. Et ça, c'est probablement le mien, mais je le fais aussi à Nice. Et puis, ça, il faudra le couper au montage. Mais c'est vrai, moi, j'aime bien regarder les entraîneurs adverses. Et j'aime bien regarder leur comportement, y compris en fin de match, voir leur connexion avec le banc, voir leurs attitudes. Parce que voilà, ça fait partie aussi de mon métier que d'observer ça, et donc j'aime bien le faire. Ah, vous pensez déjà au successeur de Christophe Galtier ? Bien sûr, mais Christophe le sait. Mais c'est notre travail, ça. Justement, la sortie de rêve, vous disiez que vous avez du mal à profiter des victoires. Non, j'ai pas dit que j'avais du mal à profiter des victoires. J'ai dit que le bonheur et la joie... Par exemple, j'arrête en fin de saison sur une victoire en Coupe de France de Nice, et je kiffe vraiment... Tu veux le faire arrêter Ah ouais, franchement, moi je viens plus ici. Non, mais c'est quand on dit que les bonheurs sont et que le bonheur est éphémère, mais dans le foot, on a le sentiment qu'il n'y a jamais une sortie. Ouais, mais moi j'ai jamais gagné de Coupe de France. Ouais. Et
Et donc j'ai envie de la gagner. Donc après, non, c'est pas pour la fin de la saison. Enfin, sauf si vous voulez plus de moi, si personne veut de moi. C'est pas à nous de décider. Souvent vous dites je suis froid, je règle ça froidement. On sait que vous n'êtes pas un robot, hein, donc quelle est la part d'affectif, quelle est la part de cœur que vous mettez dans votre travail, dans les relations avec avec le coach, avec le président, avec les salariés, avec les joueurs? Comment vous le gérez ça? En fait, est-ce que vous mettez tout de côté, le cœur de côté, vous le remettez dans la voiture quand vous... Non, je pense que la fonction fait que, en tout cas c'est ma manière de travailler, il faut avoir beaucoup de distance et beaucoup de froideur sur les événements. Après, il y a des moments dans la vie d'un club où au contraire il faut faire preuve même de chaleur humaine et parfois, enfin ça se fait le plus souvent avec les joueurs. Peut-être parce que d'abord je peux pas donner à tout le monde, que j'ai peut-être pas beaucoup à donner, mais quand je donne, je vais le donner sincèrement et oui, il y a des joueurs, y compris cette année, qui ont eu des vrais, à leur niveau à eux, des vraies difficultés. Et j'ai la prétention de penser, ou en tout cas la satisfaction de constater que souvent ils viennent dans mon bureau. Et pour le coup, là où eux aussi, peut-être, on a l'impression que c'est parfois des robots, des machines, mais moi j'ai eu 2 joueurs cette année qui étaient en pleurs dans mon bureau. Et c'est dans mon bureau qu'ils sont venus. Donc parce qu'il y a peut-être aussi une connexion et qu'ils savent aussi on est là, je répète, pour ça la question était intéressante et importante. Il y a ce qu'on démontre aussi à l'extérieur, ce qui fait partie du job. Et puis c'est un peu comme dans un vestiaire, après il y a ce qui se passe à l'intérieur du club. Voilà. Avant que Vincent demande quels sont les 2 joueurs qui ont pleuré, on va passer. Non, mais c'est en plus pleurer, moi c'est plus imagé que... J'ai juste une petite question sur le lien avec le rapport avec les supporters. On voit cette année qu'il y a beaucoup de problèmes. Le PSG qui fait une drôle de façon de fêter le titre. À Lyon, c'est un peu le chaos. À Bordeaux, n'en parlons pas. Quel lien il faut avoir entre le supporter qui pense que le club c'est lui, qui pense que qu'il est détenteur du club, du maillot, des souvenirs, et l'actionnaire qui a payé le club, c'est à lui. Quelle est la frontière? Elle est difficile à tenir, et quel lien? Comment il faut gérer ça en fait? Il n'y a pas de frontière, c'est-à-dire qu'un actionnaire qui va se dire j'achète un club, il est qu'à moi, je pense qu'il se trompe. Enfin, c'est pas je pense, j'ai la certitude qu'il se trompe. Un club, c'est une histoire, c'est une ville, c'est des supporters, là aussi, c'est pas des mots de circonstance, c'est la réalité. Mais de la même manière, un supporter qui pense que le club il est à lui, il se trompe aussi. Hein. Donc c'est un juste équilibre à trouver. Nous on a parce que je pense que Jean-Pierre est profondément comme ça et que je pense l'être aussi. On a toujours eu un discours de sincérité avec nos supporters. Et sincérité, ça ne veut pas dire que ça a toujours été facile, hein, parce que là pour le coup aussi, et puis vous les avez vécus, on a eu des moments, y compris nous dirigeants, qui étaient compliqués. Mais on a eu toujours des rapports de sincérité où on s'est, comme disent les joueurs, on s'est dit les choses. Et souvent, ça faisait pas plaisir, mais y compris dans les 2 sens. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, on a un rapport qui est parfaitement équilibré avec nos supporters. Enfin, en tout cas, moi, je le trouve. Je prends du plaisir quand on les voit. Et voilà, je trouve qu'on a trouvé le bon équilibre. 11 ans après votre arrivée, il en est où de votre lien avec Jean-Pierre Ribert? C'est une relation vraiment très forte que vous avez construite tous les 2. Vous êtes toujours autant connectés, vous vous appelez de manière quotidienne. C'est quoi un peu on a toujours été connectés, oui. On l'est toujours, bien évidemment que oui. On a une histoire commune de 11 années, donc on... Un vieux couple. Alors non, merde, moi, je suis pas en couple avec Jean-Pierre. Mais là aussi, on est radicalement différents. Lui, il est beaucoup plus, pour le coup, chaleureux et beaucoup plus démonstratif que je peux l'être, etc. Là où je vais peut-être être plus dur que lui sur certains. Donc c'est là aussi un bon équilibre qu'on a trouvé avec Jean-Pierre. Il n'est plus le propriétaire du club comme il l'a été, mais il est toujours aussi investi dans le club. Et donc nos rapports évolue au fil du temps, mais ne change pas. On parlait des supporters, ça a fait débat cette dernière semaine sur la désignation de l'arbitre de la finale. On est obligé d'en parler un petit peu, Madame Stéphanie Frappart. Certains ont dit que le club aurait dû s'y opposer. D'abord, le club ne pouvait pas s'y opposer, ça on en est certain. Il va falloir faire avec.
Faire avec, non, mais enfin, comme on fait avec tous les arbitres qu'on nous désigne les 38 matchs de championnat. Vous étiez montré au créneau, malgré tout, après une de ces prestations, il me semble. Oui, mais c'est pas parce que on peut ne pas être d'accord sur un match avec, notamment on parlait de Madame Frappard avec son arbitrage. Moi, je suis allé la voir après le match de Strasbourg. Je l'avais pas fait après le match de Brest pour d'abord recueillir ses explications, lui dire que notamment sur Justine, elle s'était trompée dans l'interprétation, en tout cas que son quatrième arbitre s'était trompé, et on a le droit d'avoir un désaccord sur une interprétation, une décision qu'elle a prise, sans en tirer des conséquences en disant, de toute façon, on va faire la finale contre Nantes et Madame Frappard et contre l'OGC Nice et on va perdre ce match parce que Madame Frappard va... Ça, c'est pas possible. En tout cas, ça me traverse pas l'esprit, et heureusement, quoi. Est-ce que depuis votre arrivée au club, il y a un joueur qui vous a échappé et que le regret perdure dans le temps? Oui, il y en a eu, mais alors moi, le problème, c'est ça, c'est l'âge, c'est le problème de mémoire. Plus les noms. Vous vous souvenez plus des noms? Non. Vraiment, il n'y en a pas un vraiment qui... Non, vous dites encore aujourd'hui... Non, il y a des joueurs qui nous ont échappé, bien sûr qu'il y a des joueurs qui nous ont échappé. J'aurais dû la préparer, la question. Hakim Ziyech, vous avez rencontré notamment. Oui, Hakim Ziyech, j'avais rencontré, mais je me dis, à l'époque, on était... Les joueurs avaient un regard sur l'OGC Nice qu'ils n'ont plus aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on n'existait pas avant. Et moi, quand je vais m'attaquer à ce joueur-là, je ne me rends pas compte, mais on n'existe pas. Et voilà, donc le joueur... Vous avez un peu snobé à l'époque, gentiment. C'est le sentiment que j'avais eu, mais je le comprends parfaitement. Il avait l'Ajax, il avait d'autres gros clubs. L'OGC Nice, pour lui, c'était pas représentatif. Et Ansu Fati, parce qu'on l'a vu poser avec un maillot de l'OGC Nice à une époque, qu'est-ce qui s'est passé sur Ansu Fati? Il s'est passé que nous, on avait quitté le club. Tout simplement. Voilà. Et que... Vous aviez fait le deal? Soyons clairs. Non. Son papa était dans mon bureau, on avait longuement parlé. C'est vraiment un truc qui l'intéressait. Et puis après, avec Jean-Pierre, on avait effectivement senti que les choses avec nos amis de New Capital. On a vu derrière, belle réussite à Nancy. Ouais, ça se passe très bien. Au stand, tout ça marche bien. On n'a aucun mal d'ailleurs à le rappeler. Barnsley qui redescend aussi. Dommage. Pour Ansu Fati, c'est dommage. Bon, effectivement. Une petite question sur l'évolution. Aussi, la dernière, c'est par rapport aux agents. Avant, il y avait souvent un interlocuteur, un agent. Aujourd'hui, c'est plus des grosses boîtes. Beaucoup de jeunes aussi agents qui viennent un peu dans ce milieu. Oui, le monde des agents évolue. Ouais, c'est vrai. Est-ce que c'est plus délicat? Je pense aussi aux joueurs qui voient aujourd'hui débarquer des grosses boîtes qui sont prêts à leur donner de l'argent pour les représenter. Est-ce que c'est plus difficile aussi pour les joueurs de bien s'entourer? Est-ce que c'est plus difficile pour un directeur sportif de trouver des interlocuteurs plus stables? Non, je trouve. Enfin, de mon côté à moi, là aussi les choses évoluent, mais plutôt bien. Je trouve, moi, il y a une nouvelle génération d'agents structurés qui sont des hommes d'affaires au bon sens du terme. Et donc, je trouve que ça évolue plutôt dans le bon sens. En tout cas, moi, les expériences que j'ai aujourd'hui. Après, au niveau des joueurs, c'est vrai que j'entends beaucoup et que ça doit être dur pour eux parce qu'aujourd'hui, il y a plus d'agents que de joueurs, parfois, j'ai l'impression. Donc, très intéressante ta dernière question, Will. Philippe, oui. On va passer au souviens-toi quand même. Oui, alors si tu peux nous faire court, mon cher Philippe, sur cette première finale de à Colombes, le 4 mai 52. 4 mai 52, première victoire en Coupe de France de l'OGC Nice face à Bordeaux. Victoire. Alors Nice qui était champion en titre, et donc finale 52 contre Bordeaux, puisqu'il y a Nice-Bordeaux dimanche. Là on va voir quelques images. Première fois que le match était télévisé en direct. Donc Will va se moquer des actions. Tu vas vite le dire ça. Les gardiens sont fantastiques. Donc je vais pas vous faire le détail des buts. Mais des petites anecdotes autour du match. Deux petites anecdotes. C'est la sortie du gardien. Vous y étiez? Oui, j'y étais. J'y étais avec mes enfants. Et donc, petites anecdotes, c'est-à-dire que Nice et Bordeaux étaient logés au même hôtel. Donc, comme Nice avait un entraîneur fantasque et fantastique, Numan Andouar, pour essayer de déstabiliser un peu les Bordelais, la veille de la finale, le soir, il a fait manger toute son équipe en costume et il les a fait sortir dans Paris. Pendant que les Bordelais mangeaient en survêtement et allaient faire coucouche panier, les Niçois sont sortis, sont allés boire une coupe de champagne dans une boîte à la mode parisienne. Ils sont rentrés à minuit. Numan Andouar a dit ils ont dormi comme des piou-piou.
Et le lendemain, ils étaient frais, alors que les Bordelais avaient tourné dans le lit, tout ça. Donc, c'est un petit message que je peux envoyer. Si Christophe Galtier, sortir Galtier. avec le match. Quelques bars sympas samedi. Donc, voilà, c'était un entraîneur. Il avait pris la même équipe que le match d'avant en championnat, alors qu'il avait laissé 2 joueurs clés au repos. Enfin, c'est un peu lui, cette victoire Numan-Andouar. Et c'est la première victoire de Nice en Coupe de France, en 1952. Et cette année-là, Nice fait le doublé. Le seul doublé de l'histoire du gym. Alors, ça ne sera pas possible cette saison. Coupe championnat. Ça ne sera pas possible. Et il n'y avait pas Jim Ratcliffe au match, parce que autrement, ils auraient perdu. Il faut arrêter avec cette stat. Une petite patte de canard ou de castor dans la poche. Tu peux le dire en anglais ? Non, je ne parle pas anglais. Juste le pied noir international. Et donc... On avait dit quoi, hein, Vincent Auriol avait donné la Coupe de France à Belver, le capitaine de l'OGC Nice. Il n'y aura pas de doublé cette saison, mais on espère en tous les cas une victoire en Coupe de France. Évidemment, pour l'OGC Nice, une émission sera consacrée à cette finale la semaine prochaine dans Gym Tonic avec Fred Juria, le dernier à avoir soulevé, le dernier capitaine à avoir soulevé un trophée du côté des Niçois. Julien Fournier, merci beaucoup. C'était un plaisir, merci à vous. Merci de s'être confié à Gym Tonic et à Nice Matin, parce que c'est vrai que c'est un exercice... on vous voit rarement faire ça, et je trouve que il a dit des choses, Julien Fournier. C'est très bien. On se retrouvera après la victoire. Voilà, il reviendra. Il reviendra avec grand plaisir sur le plateau de Gym Tonic. Merci à Philippe Bertini, Sophie Doncé et Chloé Voirgard à la préparation et à la réalisation de cette émission. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine à tous.